Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour Elodie! Bonjour Angelina. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase qu'on a définie ensemble et d'une vérité tout compte fait, qui dit que nos expériences de vie nous conditionnent. Oui. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails, bien sûr, après ça. Mais pour commencer, je te propose de te présenter et de nous dire qui tu es. Ok. Alors, donc je suis Élodie Cubédu. J'habite en Polynésie depuis maintenant 3 ans. Avant, j'étais à Mayotte, encore avant en métropole. Et donc ici, j'exerce en tant que psychologue dans différents cabinets que j'ai montés. Donc, j'exerce en libéral. La première question qui me vient à l'esprit, même si c'est pas tant le sujet, mais c'est pourquoi ce sujet te tient à cœur? Les conditionnements sur nos vies, parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus dans ma vie personnelle que je suis influencée de manière positive et négative par mon histoire, par l'histoire de ma famille aussi, et des expériences de vie. On est forcément influencé par ce qu'on a vécu, mais chez certaines personnes, vraiment, des événements qui auraient pu être traumatisants et multiples, en plus, peuvent vraiment être un vrai frein, un boulet, et nous enclaver dans dans des blocages en fait qui nous posent vraiment problème au présent. C'est justement toute la question, c'est comment en fait on se conditionne. J'ai lu que du coup les événements qu'on a pu vivre dans notre passé, surtout justement ceux qui ont un impact émotionnel fort ou qui ont été répétitifs, créent des schémas de pensée, des croyances, des automatismes, je dirais, et du coup qu'on utilise aussi dans notre présent, dans notre vie actuelle. Toi, si tu devais l'expliquer, comment tu l'expliquerais? Comment nos expériences de vie, potentiellement, nous conditionnent? Et ben en fait, on sait que quand on vit une expérience, en fait, notre cerveau va encoder, va enregistrer d'une certaine manière avec de manière plurisensorielle. On va avoir à la fois le côté de la donnée, c'est-à-dire je suis en train de vivre ça. Il va y avoir aussi un aspect donc émotionnel, donc le cœur il va être touché, et il y a notre corps aussi qui va être touché. C'est aussi pour ça que quelquefois on peut, en vivant quelque chose, avoir des ressentis physiques, ou même des personnes, je pense à des personnes qui souffrent de psoriasis ou d'alopécie par exemple, ou d'eczéma. On sait de plus en plus que les causes psychologiques sont vraiment la clé pour pas mal en fait de cas. Donc en fait, c'est scientifique. Ce que tu dis, c'est que notre cerveau, il enregistre justement des expériences de vie et il crée des connexions entre ces souvenirs et notre corps, nos émotions. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on a voulu en Occident beaucoup couper en fait le lien entre le cœur, le corps, l'esprit, le corps, et on en revient quand même beaucoup. Et moi, je sais que par ma pratique et via le MDR ou d'autres choses en fait, d'autres approches, on travaille énormément sur les ressentis, les ostéopathes, tous les métiers en fait en lien avec le corps. Souvent, de plus en plus, on va te poser des questions plus personnelles en fait, parce que on sait maintenant que c'est relié. En fait, c'est ça, c'est que tout compte fait, notre tête ne dit pas tout. Ouais, c'est bien dit. C'est vrai. Et notre corps ne nous dit pas tout. Et donc, il essaie de parler. C'est vrai. Et donc, l'idée, c'est en effet de savoir l'écouter. Oui, carrément. Ça peut donc influencer notre vie présente, c'est ce qu'on disait, parce que ces conditionnements, ils sont potentiellement, et je le pense, tu me le confirmeras, mais inconscients. En fait, c'est comme ça qu'on a été construit. Est-ce que, justement, tu as des exemples de situations où des expériences passées ont pu créer du coup ont eu des conséquences en tout cas sur des expériences actuelles? Une blague, par exemple, les humoristes, quand ils ont eu des expériences positives en racontant des blagues, où ils se sentent aimés et drôles, ils n'auront pas peur ou moins peur d'aller sur scène pour présenter leurs blagues. À l'inverse, lorsqu'on a eu des événements traumatisants, enfin, pas forcément traumatisants à chaque fois, mais négatifs, ou un petit peu négatifs, pour pas non plus être à chaque fois être exagéré, mais disons que ça nous conditionne pour l'avenir, on va avoir des appréhensions. Ça me fait penser du coup à une personne de mon entourage qui par exemple ne supportait pas de
parler, enfin qui avait beaucoup de mal à parler en public parce qu'en effet, plusieurs fois plus petit, il a pu être victime de moqueries, enfin voilà, une fois, deux fois, trois fois, et en effet, dans sa vie d'adulte, ça en est ressorti, quoi. Oui, 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 ça va être même, on revient un peu sur le corps. Moi, j'avoue, dans ma pratique, on s'est rendu compte aussi que lorsqu'on a des déclencheurs de sensations, par exemple d'anxiété, de phobie, en fait, on va aussi travailler sur quelles sont les idées qui nous viennent. Je vais mourir, ou je suis nulle. Enfin, ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe, ou je suis en danger, ou je ne peux pas tout contrôler. Et en fait, il y aura aussi forcément des émotions associées et des traces en fait dans le corps. Et en fait, l'idée c'est d'essayer de réfléchir un petit peu qu'est-ce qui aurait pu se passer avant qui fait résonance en fait pour comprendre. Que ce soit, enfin, là effectivement, je parle encore du côté négatif, du conditionnement négatif. Mais en soi, tu fais bien de le dire, c'est que ces conditionnements, ils peuvent être bénéfiques comme négatifs. Là, l'idée, c'est de comprendre en fait comment ils ont un impact dans nos c'est ça. vies. Ils ont une origine. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est mettre le doigt sur l'origine parce que forcément, il s'est passé quelque chose à un moment donné et ça s'est peut-être répété. Et ce qui fait qu'après, la trace, en fait, elle est restée. D'ailleurs, quand on parle de tout ça, de conditionnement, moi, je pense aussi à ce que moi j'appelle nos croyances limitantes. C'est, enfin, moi, je sais que j'en ai plein de croyances limitantes. C'est que je ne sais pas le dire, mais je vais me dire, je suis nulle pour utiliser mon téléphone. De toute façon, ça y est, je suis une petite vieille et je ne sais plus utiliser tous ces téléphones qui sont trop modernes. Mais des petits trucs comme ça. C'est exactement ça, c'est se dire je suis nulle, je ne suis pas compétent, je suis moche, je ne vaux rien, oh, je ne mérite pas. C'est ce genre de phrases, des croyances limitantes, comme tu dis, négatives que l'on a ancrées en nous, peut-être parce qu'on les a entendues aussi de quelqu'un d'autre, et ou alors on se les a dit parce que on est très dur envers soi-même et c'est vrai que c'est toujours, on s'en rend pas compte en fait. On vit avec ça et on s'en rend pas toujours compte. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, je reprends ce terme de conditionnement. Le conditionnement, on n'en est pas conscient. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais une formation là en PNL et j'ai appris quelque chose et ça, je trouve que ça colle assez. C'est le fait que toute la vie c'est un apprentissage. Je l'ai d'ailleurs déjà dit dans d'autres épisodes, et que chaque expérience de vie est là pour t'apprendre quelque chose sur les autres, mais aussi sur toi. Et en effet, que toutes ces expériences de vie créent en toi des croyances, des programmes. Et donc, en effet, de façon inconsciente, tu vas... par exemple, moi, je sais que je supporte pas l'injustice. Je ne sais pas, si on doit me demander pourquoi, je ne saurais presque pas l'expliquer. C'est viscéral. Oui. Bah là, forcément, on aurait envie de creuser, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille, dans son enfance? Qu'est-ce que tu aurais vécu d'injuste à ce moment-là, ou la place éventuellement dans la famille ou autre? Mais oui, bien sûr, on va avoir des sensibilités en fonction des thèmes. Il y a des choses qui vont nous toucher et d'autres pas. C'est pour ça on est tous différents en fait, et tout va dépendre aussi de notre histoire en fait personnelle. Et donc, vient ma question: comment on fait pour vivre avec, mais au-delà de ça, mais comment on fait pour les utiliser? Comme on n'en a pas conscience, une des premières étapes, c'est un petit peu de se prendre ce recul, en fait, c'est ce pas de côté. C'est souvent les autres, d'ailleurs, qui vont nous le dire, parce que les autres ont un regard forcément extérieur, et ça va nous permettre de les identifier, en fait. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant en fait d'avoir ce regard et de peut-être au moins de commencer à se rendre compte, tiens, par exemple, je suis en train de me dire que je suis nulle, mais combien de fois je me le dis, à quel moment je me le dis en fait, et pourquoi est-ce que je pense ça de moi en fait. Et si je vais un peu plus loin, enfin, pourquoi il faut se poser ces questions, et quelles sont les conséquences de cette prise de recul? Pourquoi il faut réussir à identifier? J'ai envie de dire, au moment où on se rend compte que c'est bloquant, comme tu disais tout à l'heure, tes croyances bloquantes, c'est que si ça devient néfaste pour soi-même et que à cause de ça, on n'est plus dans l'action, mais on a peur de faire certaines choses, peur de faire des bêtises, peur d'agir, ou au contraire, c'est pas forcément au contraire, mais ça nous empêche de tester des nouvelles choses parce qu'on veut rester dans notre zone de confort, ou alors on met en péril ses relations amoureuses.
Ça arrive énormément, ça aussi, de saboter, en fait, ses relations parce qu'on estime qu'on ne mérite pas mieux ou qu'on ne s'aime pas ou pour ne pas être rejeté par peur, parce qu'éventuellement la personne a vécu des rejets, des abandons, par peur, en fait, de revivre ça, de souffrir, la personne va vouloir maîtriser et plutôt, être dans l'action et donc rejeter les gens. Est-ce que justement tu as un exemple concret enfin ou des exemples d'ailleurs concrets de situations peut-être d'avant-après, je dirais, où la personne a pris conscience de ces schémas et donc a évolué autrement? Ah bah moi j'en ai des exemples mais de ma patientèle mais peut-être aussi d'amitié aussi ou des personnes où elles se sont rendues compte à force de voir qu'il y avait certaines choses qu'elles ça n'allait pas dans leur vie en fait. Par exemple, elles faisaient un métier qui ne leur plaisait pas. Peut-être parce qu'en fait, les parents leur avaient dit tu ne peux pas réussir, enfin tu peux pas rater. Il faut forcément que tu fasses ça parce que je n'ai pas pu le faire j'ai fait ça donc tu dois refaire ça. Et donc ça c'est un conditionnement du coup parental. C'est un peu une sorte de loyauté envers sa famille où l'enfant va porter en fait sur lui le fait de dire bon, bah, je suis obligé de faire ce métier-là, mais je ne m'épanouis pas. C'est dès qu'il y a mal-être en fait. Dès qu'il y a mal-être, dès qu'il y a quelque chose qui va être dysfonctionnel ou la personne va être en souffrance, où là c'est intéressant de se dire mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait pas sens en fait et qu'est-ce qui fait que je suis bloquée. Ouais, du coup, ça me fait un peu penser à l'adolescence parce que à l'adolescence, on est envers et contre tout, et notamment envers nos parents, et on est de toute façon très souvent, peut-être que je fais une généralité, mais on est dans un mal-être et on remet tout en question. On a besoin de justement de trouver de son identité, Ouais, de se créer. exactement. C'est un super exemple parce que vraiment cette période-là, on commence à prendre conscience un petit peu de notre système, notre famille, parce qu'on commence aussi un petit peu à sortir en fait, et on veut tester le cadre, on veut voir, et surtout des fois on veut pas être comme. Et du coup, on va peut-être même soi-même s'imposer des choses sans s'en rendre compte, de dire bah, je veux pas être comme ma mère, alors je vais réagir à l'opposé. Mais alors que ça vient d'une idée que éventuellement juste se construire par opposition, alors que c'est peut-être peu importe, il y a des ressemblances en fait, c'est pas grave. Mais oui, c'est alors là, c'est l'adolescence, c'est vraiment la période où tout est hyper fragile parce qu'en fait la personne est en recherche d'appartenance aussi et d'identité et donc c'est une période très sensible. Oui. Et c'est une période où justement on a l'impression de sortir de nos conditionnements, mais là c'est un très bon exemple que tu as donné, c'est je crois sortir en disant je ne serai pas comme ma mère, comme tu disais, et pour autant c'est encore une fois parce qu'on a par opposition. voilà, Oui. Donc on s'est conditionné par rapport à nos expériences de vie, on se dit je ne souhaite pas laisser, on le fait pas nécessairement pour nous, mais parce que on fonctionne comme ça. Oui. Et peut-être parce qu'on ne veut pas et qu'on est comme ça. Et enfin il y a pas forcément de règles mais c'est vrai que forcément là on se construit par altérité quoi. Là si tu vas tester le cadre en fait. Tu veux tester l'amour, tu veux tester le cadre et oui, tu veux aussi sortir de ce conditionnement mais en même temps tu testes aussi des choses quoi. Donc Tu me disais tout à l'heure que la première étape c'était d'en prendre conscience. Mais est-ce que c'est pas dur? Enfin, moi, je me dis, parce que justement, tu m'as souligné il y a quelques minutes avant qu'on commence cet épisode. Là, regarde, tu vois, ça pourrait en être un. Est-ce que ce n'est pas toute notre vie? Est-ce que toute notre vie n'est pas justement régie par nos conditionnements, nos programmes, nos croyances? Bah, c'est un peu un choix personnel, du coup, il y a des personnes qui jamais ne s'en rendront compte, hein. Mais peut-être parce qu'ils vont très bien, tu vois? Ou alors il y a des personnes qui vont être tout le temps, dans la phobie, dans la peur et ils vont rester là-dedans malheureusement parce que ça demande quand même du courage, en fait, de se regarder. De se regarder et de se dire: «Bah, je veux m'en sortir, en fait, je comprends pas ce qui va pas», parce que forcément, du coup, tu vas creuser dans le passé, les gens ne veulent pas forcément. Et mais non, on peut sortir de enfin, surtout quand c'est négatif, en fait. Si on est en souffrance et qu'on commence à mettre le doigt dessus, la question, ça va être: «Est-ce que je veux changer ou pas?» Est-ce que, ça, C'est c'est ça la suite, j'allais te le demander, c'est on prend conscience. En fait, on prend conscience du fait que ça ne va pas. Déjà, c'est une première étape. Si ça ne va pas, c'est trouver l'origine de tout ça et de se dire que peut-être derrière il y a des expériences de vie qui ont fait que on fonctionne de telle ou telle manière et qui n'est pas la manière qui est la mieux pour nous. Et ensuite, Est-ce que je veux changer?
Ah ça, effectivement, ça demande beaucoup de courage de te sortir d'un système qui est mis en place. Et ça, tout le monde ne changera pas. Oui, parce qu'en plus, on le disait, c'est inconscient. Donc, en fait, c'est presque involontaire. Donc, il faut cette volonté, justement, de parer à ça, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'après, on va parler, tu vois, de négation, on va nier les problèmes. Ou alors, on va mettre le problème ailleurs, tu vois, on va le déplacer, on va le refouler. Et encore une fois, c'est parce que on veut garder un certain confort, on appelle ça l'homéostasie, on veut garder un certain équilibre, on veut pas tout bousculer, même si le système ne fonctionne pas, même si on n'est pas bien. C'est dur de prendre des décisions pour sortir ou de se reconditionner soi-même. Ça demande beaucoup d'efforts. Toi, qu'est-ce que tu dis justement à tes patients? Déjà, ils sont là. Ça veut dire qu'ils veulent changer. Et d'ailleurs, on devrait en parler. Ça aussi, c'est un vrai sujet de faire ce premier pas, mais qui est peut-être le plus compliqué à faire, de passer la porte d'un thérapeute. Alors, j'ai envie de te dire, déjà, passer la porte, prendre le rendez-vous, passer la porte, et de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont te faire une séance, tu vas commencer à mettre le doigt, ou la personne va te dire, tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ils ne reviennent pas. Tu vois? Parce que tu as mis les doigts sur... Voilà, tu vois. Donc, je suis pas là pour leur dire, mais en tous les cas, moi, j'aide à ce qu'on mette un peu en lumière, ou que ça résonne, tu vois, faire un pas de côté. Mais tout le monde ne va pas forcément changer. Et il y a des personnes qui peuvent changer à la fin, enfin vraiment hyper tard, tu vois. Dans leur vie, on peut toujours modifier certaines choses, on peut toujours du coup se déconditionner, on peut toujours évoluer, bien sûr, si on en a envie. Moi, c'est ce que je dis souvent. Je sais pas si tu me rejoindras, mais pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise thérapie. Il y a juste la thérapie et au-delà de ça, le thérapeute qui nous convient. Oui, bien sûr. La méthodologie aussi, c'est bien sûr. Il y a le type de thérapie et il y a la personne. C'est important du coup de se retrouver bien sûr dans ce cercle-là. Et donc tout ça pour dire, qu'est-ce que toi tu dis à tes patients quand tu mets le doigt dessus et qu'ils reviennent? Et qu'ils reviennent me voir. Bravo. On avance en fait et moi ce que j'adore dire en fait parce que souvent les gens ils vont se rendre compte que leurs parents sont pas forcément parfaits, il y a eu des erreurs et il y a eu des bonnes choses et des mauvaises et moi ce que j'adore dire c'est quand ils me disent oui mais en fait ma mère elle a toujours fait comme ça, ma grand-mère a toujours fait comme ça, est-ce que du coup je vais faire pareil? Ben en fait non, tu n'es pas obligé de faire pareil en fait, tu peux casser ce cycle. Et moi, j'adore, en fait, le rappeler. Rappeler qu'on a le choix. Ouais, on a le choix de ne pas être ce fameux élément dans ce cycle qui semble ne pas s'arrêter. Mais justement, parce que la personne a fait le pas de venir, de souligner, de regarder ce qui est... Pourquoi, en fait, elle a passé la porte, c'est qu'elle va pas bien. Donc, elle se questionne. Et souvent, ce qui est très, très drôle, c'est que quand une personne va venir faire une thérapie, qu'elle en parle à sa famille, ça fait tout bouger. Et il y en a plein qui disent, mais non, mais pourquoi tu fais une thérapie? Et en fait, il y a même des choses, des langues qui se délient, des secrets qui ressortent, et des fois même ça fait sens. Moi, j'ai un cas d'une personne, désolée si je déborde un peu, mais j'ai une patiente, en fait, on a mis plusieurs séances à mettre le doigt sur le vrai nœud de départ d'un souci qu'elle avait corporel et qui était vraiment dermatologique. Et en fait, on a mis le doigt dessus, mais par rapport au fait que sa sœur faisait aussi une thérapie de son côté, parce qu'elle savait que sa sœur faisait quelque chose. Ça a fait résonance dans toute la famille, et on a pu avancer sur elle, parce que quelque chose est sorti, en fait, ailleurs. Et tout bouge. Dès que tu bouges, un élément bouge, tout bouge, en fait. Tout l'équilibre bouge dans la famille, dans les structures, tout ça. Donc non, rien n'est figé, en fait. C'est ça qui est intéressant. Là, l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire qu'en clair, vous avez trouvé le nœud grâce à quelqu'un d'autre qu'on fait. Quelqu'un d'autre, qui lui a rappelé un événement du passé et qui est ressorti... qu'elle avait éventuellement laissé. Qu'elle avait minimisé, pas conscientisé, Ok. Oui. C'est intéressant du coup de se rendre compte que, encore une fois, ça peut être très inconscient, c'est très inconscient et que parfois on a du mal à identifier. C'est ça. Et on a besoin des autres et des fois, là, je parle effectivement d'un système familial, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de ce pas de côté. Le thérapeute le fait, en fait.
On a besoin des autres, d'amis, de connaissances, machin, pour nous dire, mais en fait, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu fais ça? Et non, pourquoi tu dis que t'es nul? Pas du tout. Regarde, tu sais faire ça, ça, ça. Tu vois, c'est... J'allais te demander, c'est quoi ce pas de côté? Ah, C'est ce pas de côté. Bah, c'est un peu vraiment, c'est comme quand on écrit un journal intime. Un peu comme, c'est ce côté, on va regarder sa vie, on va l'analyser, mais on va essayer d'avoir un autre espace. Prendre le temps de se poser, d'écrire éventuellement les choses pour, et peut-être relire ce journal intime. C'est un peu ça, ce pas de côté, tu vois? C'est de se dire: «Tiens, temporellement, ah avant j'ai pensé ça». On le faisait enfin moi je relis pas mon journal intime, mais si on le relisait, je dirais: «Ah tiens, j'ai pensé ça à ce moment-là. Mais pourquoi j'ai pensé ça? Ah bah tiens, maintenant je pense la même chose. Ah bah dis donc, c'est vraiment une pensée, qui est restée quoi, ou ça date de là». Si je devais reprendre avant de rentrer peut-être dans ce sujet, dans la question que j'ai envie de te poser, qui est et comment on fait, enfin quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui ont justement ces petits conditionnements qui peuvent nous freiner dans notre quotidien. Est-ce que tu as des exemples? Parce que c'est vrai que j'ai cette sensation que tu vois c'est tellement vaste que parfois on en parlait et j'y reviens, mais on a du mal à les identifier. Je suis nulle. Tu disais, enfin moi, je pense notamment aussi à cette femme qui se dit mais je suis trop vieille. Enfin, je me plais pas professionnellement, mais je suis peut-être trop vieille pour changer de métier. Enfin, qui voudrait de moi? Enfin, tous ces petits exemples. Est-ce que tu en as à nous donner? Des exemples ou des conseils, hein? Des D'abord des exemples. En fait, pourquoi je te pose cette question, c'est parce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent euh, puissent justement faire ce pas de côté ah et se oui. dire ah oui, c'est vrai que là peut-être que ça, moi j'avais pas tant l'impression que c'était une sorte de conditionnement, mais peut-être que ça l'est et peut-être que ça peut être un petit peu bloquant dans ma vie. Ouais, alors ça peut être, par différents domaines, en fait. Tu as éventuellement autour de l'estime de toi, de te dire: «Bah, je suis pas compétente, je suis pas belle, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas mieux, de toute manière on va m'abandonner», tu vois? Il y a ce genre de choses qui peut être autour de l'estime de soi. Après ça peut être autour de l'action, de la culpabilité, c'est: «Bah, c'est de ma faute, j'aurais pu faire mieux, j'y arrive jamais», ce genre de choses. «Je suis pas compétente». Et après, tu peux aussi avoir, des pensées bloquantes, vraiment autour de la sécurité propre. C'est: «Bah, si je fais ça, je vais mourir». Ou des personnes, par exemple, qui ont vécu des accidents ou qui ont connu des personnes qui ont eu des accidents et tu vois, ça va avoir un effet sur eux Mmh. aussi. Et ou alors ça peut être aussi autour du contrôle. C'est: «Bah, je n'y arrive pas, il faut forcément contrôler la situation», tu vois? Il y a c'est tellement vaste les éventails qu'on peut avoir, et là vraiment dernièrement là, une patiente, c'était vraiment mais comme j'ai pas été aimée ou désirée par mes parents, heu, je ne mérite pas d'être aimée et donc elle se rend compte qu'elle sabote, ses relations en fait, Elle s'auto-sabote. amicales complètement, amicales ou amoureuses. Et là, j'ai plein d'exemples où des personnes battues, des femmes violentées psychologiquement, physiquement, qui me disent, à la fois, du coup, elles vont rechercher ce genre de profil parce qu'elles se disent que c'est comme ça, c'est ça l'amour, c'est ça qu'elles vont rechercher et de l'autre, c'est, elles vont toujours douter de la personne parce que forcément, elles vont se dire: «Oui, il va me quitter en fait ou alors, bah, je mérite pas mieux». Donc encore une fois, là, c'est tout ce qui est vraiment négatif, des traumatismes. Et heureusement que justement, le but du travail, ben, du coup, en thérapie, c'est de réaccorder à tout ce qui est fonctionnel. C'est, bah oui, mais tu as eu d'autres relations qui ont bien marché. Tu as mérité tu as été aimé, tu as été respecté. On ne t'a pas abandonné, ça se passe bien. Le but, c'est vraiment aussi de rattacher à ce qui marche, positif, en Mmh. fait, qu'on a vécu aussi en soi. De contrebalancer en fait. Mais complètement, c'est ça l'idée, c'est vraiment de se dire, «Tu penses que tu es nul? Mais en fait non, tu es capable». Et ça se fait aussi à travers la philosophie ou la méditation ou ce genre de des gratitudes qu'on peut faire, qu'on peut se donner à soi-même pour développer, l'amour-propre ou être reconnaissant de éventuellement les petits exercices qu'on aime bien faire. 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Le soir, c'est bien aussi c'est aussi pour ça que la psychologie positive, hem et depuis 95, je crois, on a énormément développé ça pour pouvoir justement dire, bah, en fait, on n'est pas toujours obligé de s'attacher à tout ce qui ne va pas, mais on faut développer de la santé, tout ce qui va bien, en fait. Se conditionner. C'est vrai qu'on en a pas parlé, hein, on parlait beaucoup de tout ça, mais des effets que ça peut avoir dans notre vie, de ces manques de confiance en soi, de Ah manque oui. d'estime de soi, d'auto-sabotage. Même au-delà de ça, je sais que
Parfois, ça nuit aussi quand par exemple, on a connu une famille où il y avait pas de communication, on ne sait pas communiquer, on a peur de communiquer, on ne sait pas comment faire. Et donc, l'idée, donc, si je comprends bien, c'est de trouver ces moments où on a su communiquer, ces Oui, moments où on a été fier de soi, ces exactement. moments. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Ces personnes qui n'ont vraiment pas eu de référent, de figures positives, de relations positives, bah, il y aura forcément eu un voisin, un enseignant qui aura cru en lui, un copain, ou alors les parents du copain, chez qui il va se réfugier, en fait, pour pouvoir avoir des figures vraiment aimantes, qui vont lui donner de la confiance. Et il faut vraiment, ces personnes-là vont développer ce genre bah, du coup, de schéma de positif. Il faut leur rappeler. Il faut leur rappeler, ouais. Donc justement, j'en viens à cette fameuse question. Quels sont tes conseils Mmh. pour les personnes qui peuvent se dire, en effet, là, aujourd'hui, je me sens bloquée? Et ben, ça va être éventuellement de se dire, bah, oui, mais qu'est-ce qui te déclenche, en fait, ces pensées-là? Qu'est-ce qui te déclenche ces pensées-là? Pourquoi éventuellement, là, tu manques de confiance en toi? À chaque fois que quoi? Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les identifier, savoir un petit peu l'origine, pourquoi éventuellement on pense ça, pour mettre le doigt dessus. L'idée, ce serait du coup, de déprogrammer. Là, je te parle de la thérapie, on va le déprogrammer, mais on peut, également, par d'autres moyens, en fait, via l'écriture, via ce genre de choses. Beaucoup d'artistes, en fait, par la musique, par les arts, par différentes choses, en fait, ils vont extérioriser. Voilà, c'est ça. Tu vois, si tu me demandais tout à l'heure le pas de côté, bah, ça peut être aussi d'extérioriser, en fait, d'utiliser sa souffrance, un peu comme les grands poètes, qu'on peut connaître, mais pour sortir ça, en fait. Et combien de fois aussi, tu sais, ça me vient, je sais pas pourquoi, les gens, on va leur dire: «Bon, bah, vas-y, bah, va crier là-bas, ça va te défouler, ou va pleurer, ou va pleurer». Enfin voilà, c'est les émotions, voilà, mais c'est vrai, on a oublié d'en parler, mais les émotions ont leur utilité. Ont leur utilité. Et il faut, en fait, extérioriser, les choses. Il faut laisser venir ces émotions. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, on a tendance à refouler. Et c'est ça les blocages qu'on peut avoir dans le corps. On va refouler, refouler, refouler. Et ça va sortir différemment. Ça va sortir par des maladies, par des problèmes de peau, par différentes choses. Combien de fois, moi, j'ai eu des séances où les gens me disaient: «Ah, j'ai mal à la gorge». Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à parler. Et ça semble vraiment cucu ou cliché, mais c'est vrai, en fait. Le corps veut vraiment essayer d'exprimer les choses. Parfois, on a l'impression que de mettre ça de côté, c'est ce qui est bénéfique pour nous, alors que ce n'est pas le cas. C'est ça, c'est un peu l'image du pansement. On met un pansement sur le bobo, mais en fait, on n'a pas enlevé le bobo. En fait, on pense que le temps va guérir, mais alors que si éventuellement on y allait, on regardait, on opérait, ça soignerait plus. On s'occuperait du bobo. On s'occuperait du bobo. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Du coup, j'ai rencontré plusieurs femmes et après, on discute toujours après les enregistrements. Et elles ont été plusieurs à me dire, c'est drôle. Le fait de parler avec toi, ça me fait prendre conscience de choses autrement. Le fait de juste parler d'une situation que tu peux avoir dans ta tête depuis des jours, des semaines, des mois, que tu ressasses et ressasses et ressasses, le fait de l'extérioriser tout de suite, tu la vois autrement. Mmh. Donc, extérioriser, réussir à identifier et ensuite donc trouver comment reprogrammer. Ouais, reprogrammer ou accepter des fois. Ouais, c'est vrai que de se dire bah c'est ok, ça fait partie de mon histoire et bah c'est comme ça. C'est aussi c'est grâce à ça que je suis là où je suis. Donc, comment on accepte? C'est pas facile, hein. C'est des longues étapes, hein. C'est des longues étapes déjà. Souvent, enfin, du coup, ça me fait penser au pardon en fait, moi, du coup. L'acceptation, c'est de se dire bah c'est ok, j'ai vécu ça. C'est comme je te dis, je peux pas l'oublier. Ça fait partie de mon histoire, mais ça m'a aussi permis d'être comme ça. Tu vois, c'est encore une fois d'en voir le positif. Par exemple, des personnes qui ont vécu, je saurais pas te dire, mais par exemple, tous les exemples qu'on a pu citer avant, mais des choses assez lourdes, bah, c'est se dire bon bah ok, bah j'ai eu un accident de voiture, bon bah maintenant je vais être plus vigilante ou j'ai su réagir
j'ai su réagir par rapport à ça. Ou ouais, en fait, finalement, je manquais un petit peu d'attention, j'étais pas assez attentive sur la route. Maintenant, je vais l'être plus, quoi. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je t'ai cité, mais Mais je vois enfin, moi, je pense je t'en parlais aussi en off, je disais, j'ai été victime de harcèlement scolaire à l'époque, on mettait pas du tout de mots là-dessus. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, mais c'est presque une force parce que déjà, ça m'a fait rencontrer des amis et du coup, de comprendre qu'est-ce qu'est la vraie amitié. ouais. Que qu'en amitié il y a pas de jugement, qu'en amitié il y a beaucoup de bienveillance, etc. En fait, en effet, comme tu disais, c'est de trouver le positif dans ces choses-là. Et tu vois, quand tu me dis ça, du coup, ça me fait penser à l'empathie, la compréhension de l'autre. Parce que si toi-même, t'as rien vécu, comment tu peux finalement comprendre vraiment les autres, comprendre par quoi ils sont passés? Enfin, ça permet aussi de grandir, en fait. C'est ça, c'est un apprentissage. Voilà. C'est un apprentissage. On en revient à ça Oui. et en effet, ce qu'on vit dans nos vies sont là pour nous apprendre quelque chose. Oui. Avant de conclure, j'aimerais en faire un petit exercice de vrai faux. Ok. L'idée, c'est que je te donne des phrases et tu me dis si selon toi elles sont vraies ou fausses. Très bien. Je commence. Selon moi. Selon toi. Ok. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui, oui. Une fois qu'on est conditionné, on ne peut pas changer. C'est impossible de changer. Eh ben, non, mais il faut le vouloir. On en revient à ça, Ouais. à cette volonté de changer, d'évoluer plutôt. Ouais. La thérapie n'est pas nécessaire pour se détacher de son conditionnement. Oui, 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 c'est vrai, la thérapie n'est pas nécessaire. Les amitiés, la famille, tout ce qui pourrait être bienveillant, et la création, il y a pas mal d'artistes qui sont complètement isolés, solitaires, et la création d'œuvres ou d'extérioriser tout ça va leur permettre à eux de pouvoir aller mieux. Non, et puis il y a différentes méthodologies, il y a le temps. Le Qui temps gère. oui, qui est quand même pas mal, qui guérit les blessures, on le dit, hein, mais c'est vrai aussi. Et puis bah, j'ai envie de te dire un peu tout ce dont on parle de beaucoup de plus en plus, la méditation, la respiration, non, il y a pas forcément à passer par les thérapies. En fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, et je pense que c'est ce que je retiendrai, c'est qu'en effet, il faut trouver son moyen d'extérioriser et ou d'accepter. Oui. Peu importe lequel, mais en effet, il faut, enfin presque de toute façon, en extériorisant, la finalité, c'est qu'il faut réussir à accepter et à conscientiser et à accepter. Crier, je sais pas, marcher, faire une respiration, chanter, se faire accompagner en effet par un thérapeute. Oui, parce qu'après, si vraiment les événements sont trop lourds, oui, là, effectivement, il vaut mieux passer par un thérapeute qui est quand même bien formé. Et puis après, peu importe la thérapie, hein, peu importe la méthodologie, peu importe le titre, mais au moins quelqu'un qui sera un peu plus opérationnel ou outillé pour vraiment plus accompagner. Mais accepter, c'est dur des fois à entendre parce qu'il y a des personnes qui vivent tellement de choses et de se dire mais attends, mais je peux pas accepter ça. Et je comprends cette réticence, mais véritablement les personnes qui ont le plus souffert, bah c'est ceux qui ont quand même accepté que ça fasse partie de leur histoire. C'est peut-être plutôt ça. C'est pas forcément accepter ce qui s'est passé, mais que ça fasse partie de leur histoire. C'est ça. Ben ça rejoint cette notion de pardon dont tu parlais. On n'est pas, je pense, enfin. Je dis peut-être quelque chose à ne pas dire, mais je pense qu'on n'est pas obligé de pardonner. Tant qu'on se pardonne à soi-même, ou en tout cas qu'on accepte nous-mêmes et qu'on est prêt à avancer et à laisser passer. Ouais, ou qu'on n'a pas pu agir ou se protéger à ce moment-là, et c'est ok, c'est comme ça. Mais ça peut peut-être faire réagir plein de monde, enfin. Mais parce que c'est une réalité aussi que tu le dis, tout le monde ne peut pas accepter, ce n'est pas facile. Bien sûr. En fait, là on parle de ça comme si entre guillemets c'était facile en 3 étapes. Et non, ça peut être le travail d'une vie, c'est ce qu'on disait. Et les personnes peuvent avoir un effet secondaire, un bénéfice secondaire à avoir cette souffrance-là, parce que ça leur donne aussi cette raison d'exister. Et s'ils ont plus ce poids, qu'est-ce qu'ils vont être d'autres, ou alors, tu vois, c'est aussi ce bénéfice secondaire de ce conditionnement, de cette douleur. C'est très intéressant de dire ça. C'est vrai que dans le fait de conscientiser, de prendre conscience, c'est aussi se poser la question de mais quel avantage je tire
à être comme ça. Mais oui, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Ouais. Souvent, c'est là pour se protéger. Mais en effet, c'est très intéressant d'en avoir conscience et de se poser la question. Mais souvent, par contre, le bénéfice secondaire, tu mets pas trop le doigt dessus, hein, ou alors les gens ne veulent pas. C'est vrai? Ouais, quand même, parce que tu vas tout casser au niveau de l'équilibre et là, vraiment, ça va être plus difficile, je trouve, quand les personnes se disent, mais en fait, moi, ça me va bien, t'es dans cette situation, moi, tu vois. Ou alors ils veulent pas reconnaître que ça leur sert. C'est ça, parce que quand ils ont conscience et qu'ils le disent, ça me va bien. C'est déjà une étape, comme tu le disais tout à l'heure. Mais en effet, on peut aussi se dire, non, enfin, je sais pas, et on est conscient au fond de nous-mêmes que ça nous va bien, mais on ne le dit pas, on ne le conscientise pas. J'ai une autre petite phrase. Ouais. Nos expériences d'enfance ont forcément beaucoup d'impact sur notre vie adulte. Ah, bah oui. Bah oui, mais comme toute expérience, mais alors quand c'est enfant, c'est encore plus ancré, ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, encore une fois, de se déconditionner et de modifier. Mais oui, enfant, bien sûr, ça a énorme. Et on a, heureusement, ça a beaucoup changé, hein. On s'occupe maintenant de la psychologie de l'enfant, même de la toute petite enfance, même maintenant in utero. Il y a même des cas incroyables de choses conscientisées par le bébé dans le ventre de la maman, qui est ressorti plus tard et qui a été du coup travaillé avec les parents, mais incroyable, hein. Donc oui, bien sûr, tout ce qui est... T'as un exemple? Il y avait... alors, j'ai envie de te donner un exemple personnel. Ça a été ma grand-mère qui avait toujours peur des objets... comment on appelle ça, là? Pas contendants, mais tu sais, des couteaux. Voilà, tout simplement. Des objets pointus. Et en fait, elle comprenait pas pourquoi elle avait une peur, mais phobique, des couteaux, de ce genre de choses. Et en fait, il s'avère que quand elle était dans le ventre de sa maman, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, sa maman a été menacée à la baïonnette, tu vois, par des soldats allemands. Et en fait, elle aurait ancré ça, et elle est même née avec des boutons. Tu vois, ma grand-mère était née avec plein de boutons, elle avait développé un eczéma in utero, elle est née comme ça, tu vois. Et une fois qu'elle avait, une fois qu'on avait mis le doigt sur cet événement-là qui s'était passé quand elle était dans le ventre, il y avait des mots. Tu vois, on avait raconté l'histoire. Donc ça allait mieux, mais c'est pas pour autant que la peur est passée. C'est pas pour autant que les mots MAUX. Oui, exactement. Ouais. Ça a souligné une chose, et j'ai envie de conclure sur ça, c'est que on peut avoir aussi cette conscience de dire, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup, enfin qui suis assez spirituelle, qui croit beaucoup au fait que parfois on hérite de choses aussi, je sais même pas si c'est de l'ordre de la spiritualité d'ailleurs, mais dans le ventre de notre maman, de notre mère, de notre grand-mère, enfin, et donc c'est aussi parfois se dire, ces schémas-là ou ce schéma, est-ce qu'il vient nécessairement de moi ou pas? Ah oui, on développe de plus en plus tout ce qui est, on se rappelle de plus en plus de tout ce qui est intergénérationnel, de tout ce qu'on porte de sa famille, tant positif que négatif. Mais oui, des croyances, des secrets, des non-dits, ou des maladies où on pense qu'on va répéter tout simplement la même chose, ou alors on a réparé peut-être quelque chose, ou même, tu sais, des personnes, des fantômes, des personnes mortes. Et du coup, tu vas éventuellement peut-être te sentir obligé de vivre la vie de cette personne-là. Oui, au niveau transgénérationnel, c'est énorme tout ce qu'on porte en nous dans notre histoire personnelle, parce que notre famille. C'est pour ça que c'est super intéressant en fait de questionner la famille, les liens, ce genre de choses en fait. C'est ça, d'aller au-delà de soi. En fait, oui. Oui, parce que des fois en fait on pense qu'on vit quelque chose, alors qu'en fait on ne fait que répéter. Et des fois, juste se dire, ah, mais en fait, ça ne vient pas de moi, mais on me l'a transmis de manière inconsciente ou consciente. Quand on t'oblige à faire tel métier, telle chose, tu dois réussir, blablabla. Et ben, ça permet de faire un pas de côté, tu vois. Ce fameux pas de côté. Je pense qu'on va conclure sur ça. Allez. Oser faire un pas de côté. Oser crier ou oser aller voir un thérapeute, peu importe, mais en tout cas, trouver ce qui vous fait du bien et foncer vers ça.
Ouais, dans cette voie-là. exactement. Merci encore pour ce petit Avec moment. plaisir. J'ai juste une dernière petite question quand même. Encore. J'allais pas te laisser comme ça. Si tu pouvais dîner avec n'importe quelle femme du monde, vivante ou morte, là, ce soir, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi? Eh ben écoute, j'aurais envie de ma grand-mère en fait, celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et pourquoi? Déjà d'avoir évoqué cette histoire, ça m'a rappelé qu'elle me manquait. Voilà, donc ce serait avec elle que j'aurais envie de passer du temps là, de dîner. Je te rejoins. Si je pouvais, j'irais dîner avec ma grand-mère paternelle qui est décédée, qui s'appelle Alice. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, ma meilleure amie a eu une enfant qu'elle a décidé d'appeler Alice. Donc, petite pensée pour ces deux femmes. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, à très vite peut-être. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.